On va commencer maintenant tout un tas d'exploration des planètes qui constituent cette galaxie. La première que l'on va aborder, c'est celle de la création vidéoludique et immersive. Et on va faire ça en compagnie de Adrien Larouzé, qui est dans son intitulé responsable des coproductions des éditions de jeux vidéo. C'est extrêmement pratique d'avoir ces petites salles et merci beaucoup, ça m'évite de faire des erreurs. Parce que oui, effectivement, Arte, comme on a pu le voir dans la petite timeline proposée par Caroline depuis 2013, si j'ai bien retenu, propose et édite des jeux vidéo, ce qui n'est pas forcément un endroit où on l'aurait attendu spontanément, mais c'est un endroit où Arte a su se faire une très jolie place, avec un type de projet, bien sûr, qui est tout à fait en phase avec son ADN. Et je pense avoir à peu près suffisamment meublé pour te laisser le temps de t'installer et de prendre le relais. Voilà. Merci beaucoup pour cette transition et ce meublage de qualité. Donc aujourd'hui, je suis venu avec une présentation que j'ai intitulée de manière un petit peu provocante « Le diffuseur, un éditeur de jeux vidéo comme un autre ». Donc, comme tu le disais, je suis responsable des coproductions et des éditions de jeux vidéo. Et souvent, quand je me présente, on me dit avec une constance inébranlable « Arte fait des jeux vidéo ?» avec un point d'interrogation et un point d'exclamation. Et c'est d'autant renforcé que je suis rentré à Arte il y a 7 ans aujourd'hui, avec l'intitulé de chef de projet web, pour accompagner plutôt des dispositifs de type webdoc, et où petit à petit j'ai commencé à travailler sur des projets de jeux vidéo, en disant le jeu vidéo est un site web comme un autre, ce qui était déjà un petit peu provoquant pour mes interlocuteurs. Je me suis rendu compte que j'avais partiellement raison, largement tort, pour tout un tas de raisons, mais notamment pour la question de l'édition et de cette fin de courbe sur la slide de Caroline de diffusion. Qu'est-ce qui se passe en fait en fin de projet et quelles analogies on peut trouver en fait entre le rôle du diffuseur de télévision, du diffuseur d'expériences numériques en général et d'éditeur de jeux vidéo. Et donc avant de commencer, je vous propose peut-être une petite mise à jour de ce qu'Arte a pu faire comme jeu vidéo avant 2022. Comme ça fait une petite... tout le monde sera à jour. Voilà donc pour l'éventail des jeux vidéo
coproduit et ou édité par Arte. Et donc on pourrait se demander effectivement comment un acteur du service public leader sur le segment franco-allemand s'est retrouvé coproducteur et éditeur de jeux vidéo. Alors vous avez eu beaucoup de réponses dans la présentation de Caroline, mais je me permets de faire un petit rappel, et notamment des missions un peu fondatrices d'Arte qui permettent de repositionner un petit peu tout ça. Donc, on parle de promouvoir et de défendre la diversité culturelle de la création européenne, et ce sur l'ensemble des écrans. Donc effectivement, on peut parler de la télévision, du smartphone, de l'ordinateur, mais également des consoles qui restent des écrans privilégiés quoi, pour diffuser une création audiovisuelle, puisque ici on est tous d'accord que le jeu vidéo est un art, et comme ça s'est mis derrière nous. Soutenir, mettre en valeur la création d'auteurs. Et donc, comme le disait tout à l'heure Thomas, il existe un bassin de créateurs, d'auteurs de jeux vidéo qu'on pourrait qualifier d'indépendants, et qui doit être soutenu d'une façon ou d'une autre par des gens qui ne le font que trop peu. Dans notre cas, effectivement, de permettre à un public qui ne regarde peut-être pas ou plus la télévision, ou qui ne consomme pas tel ou tel canal, d'être en contact avec une offre culturelle que nous on soutient. Et je reparle ici des écritures affinitaires qu'évoquait Caroline, puisque l'idée c'est bien d'écrire des choses pour leur public et pour leur méthode de diffusion, et non pas de faire rentrer au chausse-pied n'importe quel contenu dans n'importe quel canal. Des petits hashtags si je devais résumer les missions d'Arte. Et donc, pourquoi avant de se poser la question de comment, donc comme le rappelait Caroline, de la coproduction déjà d'œuvres interactives numériques au sens large, dont les webprods, qui nous ont permis de rencontrer tout un tas d'auteurs, d'acteurs de cette production, avec des méthodes d'écriture qui sont de plus en plus hybrides, et les personnes qui travaillaient sur Prison Valley ou sur Gazas-Derot étaient déjà dans le fond des développeurs, des game designers, des gens qui se préoccupaient de comment on délinéarise un contenu, et au final ce sont des problématiques de game design qu'on retrouve autant dans la fiction interactive que dans la visual novel, que dans la VR ou que dans la plupart des jeux vidéo. Et puis, encore une fois, comme le disait Thomas, et on le voit à peu près chaque jour sur Twitter depuis 2 semaines, il y a un secteur qui est plus gros que jamais, mais qui aussi se cristallise, se consolide d'une façon qui pourrait être un petit peu terrifiante si on prend le point de vue de la création, de l'autorat, et on pense humblement qu'on peut avoir un rôle à jouer là-dedans, alors pas pour acheter des studios, mais au moins pour soutenir des auteurs. Ici encore, je me répète un petit peu, enfin je nous répète, avec ce premier jeu coproduit en 2013 qui était Typewriter. Je pense que c'était le parfait cheval de Troie pour que le jeu vidéo rentre dans l'écosystème d'Arte, puisque donc il s'agit d'un platformer qui retrace l'histoire de la typographie, et on était vraiment de manière un peu détournée, on pourrait dire que c'est un web documentaire sur l'histoire de la typographie, mais qu'on peut jouer sur une console. Donc, et en fait, ce qui fonctionnait quand même le mieux dans le jeu vidéo, c'était le fait que c'était un vrai jeu vidéo. Enfin, ça restait un vrai jeu qui avait une proposition documentaire en son sein, mais qui se distinguait par sa qualité d'exécution, etc. Donc à partir de là, nous on a commencé à
j'allais dire 2013, Typewriter est un grand succès. Ça nous a convaincus que c'était une façon de produire des contenus, de toucher des publics, et que c'était un angle à travailler. On a lancé des appels à projets. On a rencontré tout un tas d'auteurs. Et donc on a voulu poursuivre cette démarche-là en tant que coproducteur à l'époque, puisqu'on on prend ce qu'on fait sur les autres canaux et on l'applique aux jeux vidéo. Voilà, Arte devient coproducteur de jeux vidéo, en rappelant, du moins en interne, que c'est un champ culturel légitime, effectivement, qu'on a sûrement un rôle à jouer en Europe pour faciliter l'émergence de ces productions indépendantes. Et que pour nous, c'est aussi une manière de rester innovant dans les écritures, innovant dans la technique aussi, puisque ce qu'on apprend et ce qu'on côtoie dans ces productions-là nous servent par ailleurs. Et c'est autant vrai dans les questions de production que les questions de diffusion, de communication, de marketing. Et si je puis me permettre une petite intervention, ce qui est intéressant dans Typewriter, Californium, Sens et Intermoment Network sur les 4 exemples qui sont proposés là, c'est que c'est issu de créateurs et de producteurs qui venaient justement des premières expérimentations autour du documentaire interactif ou toutes ces formes-là, qui ne sont pas forcément des gens qui en sont détachés d'Ubisoft pour venir vous proposer des trucs. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, c'est les gens avec qui on était en contact. Et d'ailleurs, c'est cette époque où on nous disait... Mais vous faites du jeu vidéo, mais c'est pas du vrai jeu vidéo. Alors on pouvait débattre sur ce qu'était un vrai jeu vidéo et on pourrait passer un moment ici pour en parler. Peut-être que un des points saillants, c'était qu'effectivement, c'était des premiers jeux pour la plupart de ces productions et que ce sont des gens qui nous connaissaient par ailleurs en fait pour d'autres types de productions interactives. Et donc Typewriter, Californium, Sens et Enterrement d'amour, on les a coproduits, mais on les a pas édités à l'époque. J'enchaîne rapidement avec Notes on Blindness, qui est une expérience en VR, mais qui a son sens dans notre histoire, et notamment au regard de l'édition. Parce que si on commençait en VR à ce moment-là, qu'on a coproduit le jeu, on n'a pas cherché / trouvé d'éditeur pour une œuvre en VR. Et à ce moment-là, on a ouvert les canaux qu'on avait déjà, les discussions qui étaient existantes avec des stores pour en fait endosser un peu notre cap de diffuseur et se dire on va mettre le projet à disposition du public nous-mêmes, mais sans passer par de publishers. D'autant qu'il existait très peu d'éditeurs d'expérience en VR à l'époque, enfin personne de spécialisé en tout cas. Et donc on s'est retrouvé dans ce cas de figure pour Sens également. C'est-à-dire qu'on avait un très beau projet entre les mains, mais pas forcément d'éditeurs à aller voir. Peut-être parce que ce projet, comme tant d'autres qu'on soutient, sont particuliers et ne se retrouvent pas forcément dans les lignes éditoriales des autres acteurs. Et donc on s'est dit, ici aussi on va le sortir nous-mêmes en fait. On va le faire, on ne sait pas le faire, mais on va le faire. On va aller voir, on va faire en sorte que le jeu soit disponible. Et c'est un moment où on a dû en fait se confronter à cette question, enfin se dire en fait ça sert à quoi un éditeur, enfin pourquoi on irait voir un éditeur en fait. Et en toute humilité on est allé aussi interroger un petit peu tous les gens avec qui on travaillait pour aller leur demander, mais vous cherchez quoi chez un éditeur et pourquoi vous voudriez un éditeur. Donc on nous a beaucoup parlé de cofinancer la fabrication, ce que nous on avait endossé comme rôle. La question de distribuer sur les stores, donc ça c'est quelque chose qu'on faisait déjà pour des apps plus servicielles. C'était le cas d'Arte 360, qui était un écrin pour nos productions pas de réalité virtuelle, mais d'œuvres en 360 degrés. On avait bien sûr l'application arte.tv et d'autres expériences interactives qu'on avait dû distribuer sur les stores. Donc on avait quelques stores ouverts à notre compte. Ça pouvait servir éventuellement.
Accéder à des dev kits, ça s'est pas présenté sur les projets qu'on avait fait jusque-là, mais effectivement, un éditeur, ça peut être une manière pour un développeur d'accéder à des outils. Piloter le marketing, effectivement, ça peut servir. Faire de la localisation, donc c'est-à-dire traduire un projet, ou encore faire des relations presse, etc. Arriver à ce stade, en sachant, du coup, en comprenant un petit peu mieux qui était le rôle de l'éditeur, on a fait un petit peu d'introspection et on s'est demandé qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui et qu'est-ce qui nous manque. Alors du coup, je vais peut-être un tout petit peu rentrer dans le détail de ce que c'est que l'accompagnement d'une coproduction à Arte, de son arrivée chez nous à sa diffusion, avec un tout petit peu plus de détails que ce qu'on a pu faire tout à l'heure. Donc effectivement, on commence par une rencontre avec un projet d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'on l'a rencontré dans un festival, dans un salon, sur un salon professionnel, ou que le projet est arrivé sur Arte Pro, à artefrance.fr, je ne sais plus ce que c'est. On fait une instruction interne, comme l'a expliqué Caroline. Si le projet nous plaît, on le rentre en développement, qui va aboutir par exemple à un pilote. On va pouvoir rentrer le projet en production et donc le financer. Effectuer ici un accompagnement éditorial, donc on a au sein de l'équipe des chargés de programme qui vont vraiment apporter une plus-value de feedback, en fait, de retour auprès des auteurs pour les guider dans leur production tout au long du projet. On va aboutir à un moment, par exemple, à un pré-montage ou à une maquette. Ça pourrait être le cas, voilà, un pré-montage sur une série ou des maquettes d'un site web, enfin, en tout cas une étape d'avancée certaine. On va intégrer des contenus définitifs, c'est-à-dire que les plans vont être étalonnés, on va couler tous les textes du site web ou tourner tous les épisodes. On arrivera à un moment à un projet complet sur lequel on aura toutes les fonctionnalités et tous les contenus et toutes les fautes d'orthographe également. Du coup, comme il y a les fautes d'orthographe, on fait des contrôles qualité qu'on pourrait qualifier dans d'autres domaines de recettes. On va passer le projet au multilingue, qui est d'ailleurs un département Arte qui va s'occuper de la traduction, jusqu'à aboutir dans certains domaines à ce qu'on appelle un PAD, un prêt à diffuser. Puis, on le met à disposition des plateformes en vue de sa diffusion, en attendant une validation. On a une validation, une version approuvée. Par exemple, le fichier est valide pour YouTube. On sait qu'il est avalé par le système et on peut choisir de sa programmation. On diffuse. On va faire de la com et du marketing autour du projet, faire de la presse, faire des RP, des réseaux sociaux, faire des partenariats comme le fait Frédéric, ou voilà, contacter des influenceurs, aller sur des salons, sur des festivals. On hyper-distribue sur toutes les plateformes. Et puis à un moment, on va l'archiver et faire un dépôt légal. Ça, c'est ce qu'on faisait déjà en 2015, en fait. Ça marche pour une série YouTube, ça marche pour un projet pour Instagram, ou ça marche pour un site web ou un webdoc. Et donc, on s'est rendu compte qu'en y regardant de plus près, on n'était quand même pas si loin probablement de ce qui se faisait dans une autre industrie. Et là, il va être question de vocabulaire. Ce qu'un publisher pourrait appeler rencontrer un projet ou le trouver, ils vont appeler ça du sourcing. L'instruction interne, ils vont appeler ça un greenlight. Le développement, effectivement, c'est un terme emprunté à l'audiovisuel qui ne consiste pas à développer, mais en fait à poursuivre une idée. Donc on va plutôt appeler ça la pré-production après une conception. Le pilote, ça va plutôt être un prototype ou une vertical slice. Démarrer la production parce qu'on a un deal, faire du producing avec un publisher. Le pré-montage, les maquettes, c'est-à-dire qu'on n'aura pas tous les contenus, mais on aura potentiellement toutes les fonctionnalités. On va appeler ça une alpha. Intégrer des contenus définitifs, ça ressemble quand même franchement à ce qu'on voit dans le jeu vidéo également. On aboutit pour le coup à une bêta.
On fait des choses très très similaires. On va faire de la localisation, on va faire du contrôle qualité sur les localisations qui s'appelle la LQA, du QA qui est de la recette, de la quality assurance, mais également des playtests. Et on va aboutir à une release candidate qui pourrait être soumise à des stores. Et si les stores veulent bien le diffuser, on aura une gold. Une fois que la gold est à disposition du public, on va appeler ça une release. Puis ici, on va faire de la PR, du community development, aller voir des streamers, faire de l'acquisition utilisateur, aller en salon, en festival de la même façon, trouver des deals avec des distributeurs, faire du store management et gérer des updates. Puis également, puisque c'est une obligation, gérer un dépôt légal. En gros, on avait quasiment tout en interne en fait. Et on s'est rendu compte qu'en s'entourant de quelques partenaires, en développant quelques compétences, on pourrait probablement devenir un publisher de jeux vidéo pour nos propres productions et assumer entièrement quoi, la chaîne de prod. Ce qui nous a manqué globalement, c'était des compétences en playtest, parce que peut-être que ce qui s'en approcherait le plus, c'est le focus group, mais qu'on ne faisait pas forcément nous-mêmes. Le contrôle qualité entre faire de la vérification sur un PAD, avant un PAD, et faire de la QA sur un jeu vidéo, c'est pas exactement les mêmes compétences, on est d'accord. Soumettre à un store, c'est assez particulier comme moment, comme savoir-faire. On a recruté pour faire du community development, pour faire de la PR, pour contacter des streamers, parce que ça, c'est des compétences assez particulières. On a appris ce que c'était que l'acquisition utilisateur. Et puis, on a recruté aussi en store management. Et avec ça, on avait une offre à peu près complète. On avait un écosystème donc existant de partenaires dans nos milieux, on va dire, pré-2015. On travaille déjà avec le CNC, on travaille déjà avec des sources de financement qui permettent d'aboutir à des projets plus ambitieux, plus complets. On avait déjà accès à certains stores. Voilà, on avait tout un tas de partenariats existants, mais il allait falloir en ajouter un certain nombre qu'on n'avait pas forcément bien mesuré. Mais voilà, en quelques années, on a réussi à développer. Alors, c'est absolument pas complet, c'est juste une slide pour montrer plein de logos, mais toujours est-il qu'il y a énormément de personnes qui peuvent se greffer là-dessus. Mais on en avait quand même un gros bout. Et nous, ça nous permet de nous ancrer dans un tissu de partenaires quoi, qui est de toute façon ultra vertueux pour tout un tas d'autres projets. Donc en 2017, on décide de se lancer et on ajoute l'édition en fait à notre offre en complément de la coproduction, pas pour des projets qui seraient déjà produits et qu'on éditerait comme le ferait un autre publisher, auquel cas on deviendrait quasiment un distributeur, mais vraiment voilà, en poursuite de nos projets de coprod, qui nous garantit déjà que les projets existent et qu'ils trouvent bien leur public à un moment donné, ce qui n'est pas forcément garanti en fait si on n'a pas un éditeur qui sait ce qu'il fait quoi. Ça nous a permis de garantir l'attribution à la marque, parce que sur les projets jeux, les premiers projets qu'on a sortis, et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles on me dit encore ah bon, Arte fait du jeu vidéo, c'est qu'en fait il y a des projets qui sont sortis quasiment en sous-marin. Tout le monde ne sait pas qu'on a participé à la production d'Enterrement mon amour, alors que l'apport éditorial, je veux dire, au-delà d'avoir été un porte-monnaie, on a quand même été un soutien édito auprès des producteurs. Et c'est un peu un crève-cœur quoi, de voir les projets nous échapper d'une certaine façon. Et puis, bien sûr, de mettre à profit toutes les compétences qu'on peut acquérir dans le cadre de l'édition, dans le cadre de cette diffusion un peu particulière, à nos autres types de projets. Ça vaut pour la VR. Et d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Mais ça va sur d'autres projets, puisque en fait, on s'est rendu compte que notre métier devenait de plus en plus
intimement liés, non plus uniquement à faire les projets, mais à faire en sorte qu'ils soient correctement distribués. Donc je peux vous raconter très très rapidement les différents jeux qu'on a pu éditer entre-temps. Homo Machina, qui donc était un jeu pour mobile, qui est également sorti sur Switch, qui adaptait l'œuvre de Fritz Kahn, un médecin allemand du début du XXe siècle, qui a vulgarisé le fonctionnement du corps humain avec des analogies entre voilà, la biologie et le monde de l'industrie. Fisherman's Tale, dont parlait Caroline tout à l'heure, qui est un projet, un jeu en VR. Alt Frequencies, qu'on n'a pas édité, parce que Accidental Queens était en relation préexistante avec un éditeur, mais qui nous permettait de travailler avec une équipe super talentueuse, quoi. Avec Tronome, qui est notre premier jeu de coproduction internationale, un puzzle platformer rythmique, voilà, produit par Ludopium, un studio allemand. C'était un premier jeu. The Wanderer, qui est une revisite du mythe de la créature de Frankenstein, qui revient aux origines du roman de Mary Shelley, tout en aquarelle qui est sublime. Gloomy Eyes, encore, qui est un projet en VR avec des auteurs argentins, voilà, une vraie coproduction internationale, une narration par Colin Farrell, qui nous permettait d'aller aussi un peu chercher des partenariats et un autre public un peu plus international. Sadhana, qui est une très belle œuvre d'auteur, pour le coup, un court conte initiatique empreint de mythologie. Ordessa, qui est un film interactif pour mobile et tablette, aux frontières du fantastique et du film de genre. Unmaze, dont vous avez vu un petit bout tout à l'heure, qui est une revisite du mythe du Minotaure sous forme de visual novel, et qui a la particularité de fonctionner sur téléphone mobile. Et pour passer d'un personnage à l'autre, on va devoir utiliser littéralement son téléphone et son capteur de lumière pour aller dans l'ombre ou dans la lumière pour parler à l'un ou à l'autre. Ou encore Battlescar, qui est un très beau film d'animation en réalité virtuelle, avec encore ici des gros noms au casting, qui retrace un petit peu l'histoire du mouvement punk à la fin des années 70 à New York. Un beau récit sur l'identité. Ou enfin Inua, qui sort dans 3 semaines, je crois, et qui est donc le prochain jeu d'Arte, coproduit et édité pour mobile, PC et console, qui raconte le destin de 3 personnages à 3 époques différentes dans le Grand Nord, empreint de mythologie inuite et basé sur l'histoire vraie de l'expédition Franklin, qui est une expédition qui s'est perdue en Arctique, et qu'on n'a jamais retrouvée. Voilà, donc alors, maintenant que j'ai dit tout ça, on peut se demander comment on choisit des jeux et qu'est-ce qui définit la ligne édito d'Arte. Comment nous, on a choisi en tout cas de l'appliquer, et quelle grille de lecture on peut appliquer un petit peu lors de ces fameux comités édito internes. Donc comme je disais, aujourd'hui on parle de jeux d'auteur. Ça me permet de dire que on fait du film d'auteur, on fait du documentaire d'auteur, il existe également du jeu d'auteur. On aime bien dire que ça parle autant à l'imaginaire qu'à l'intelligence, et qu'il est important pour nous de garder en tête le fait qu'on est le service public, et que donc on doit s'adresser à un public très large, ce qui peut remettre en cause effectivement certains projets qui sont trop expérimentaux ou location-based, ou voilà, qui vont en tout cas un petit peu créer une rupture avec un large public. C'est important qu'on garde ça en tête. Néanmoins, on cherche donc plutôt des projets narratifs, parce que c'est quelque chose qu'on sait accompagner. Des directions artistiques ambitieuses, je pense que vous l'aurez remarqué. Beaucoup de nos projets sont issus d'univers
préexistants ou non, mais on peut retrouver des ponts avec d'autres arts très, très régulièrement. On veille donc à avoir des gameplays qui sont accessibles, et ça c'est assez central. Si on veut rester un acteur du service public qui propose des jeux qui peuvent être en gros joués par ma petite sœur qui a à peu près une culture vidéoludique près du néant, il est important que les jeux ne demandent pas de prérequis de joueurs. Ça va nous écarter un petit peu des jeux de stratégie au tour par tour, par exemple. Et enfin, des plateformes, donc des consoles ou des devices, en tout cas, qui sont adaptés à ce que je viens de dire avant. Et cette cohérence-là, je pense qu'elle est super importante. Et c'est ce qu'on essaye de garder en tête au moment où on étudie les projets. Du coup, je peux peut-être vous montrer quelques projets qui sont prévus pour cette année. Parce que si on a produit tout ça jusque-là, les choses s'accélèrent un petit peu. Et sur cette année, on a déjà 4 projets de jeux vidéo qui sont programmés. Et on en a quelques autres en production. Voilà. De nature très, très diverse, mais qui, je l'espère, à vos yeux, trouveront leur place dans cette fameuse grille de lecture. Et donc on pourrait s'arrêter un moment pour revenir un petit peu sur notre expérience, sur ce que ça implique, ce fameux positionnement de jeu d'auteur. Qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça sous-entend, autant pour la production que pour l'éditeur. Si sur mon tableau tout à l'heure on retrouvait tout un tas de choses qui étaient cohérentes, s'il y a bien un truc qui est très différent entre les jeux vidéo et le reste des productions d'Arte, dans leur ensemble je pense, c'est le timing de communication qui est complètement différent. Il y a un usage dans le jeu vidéo indépendant et dans le jeu vidéo d'auteur qui sous-entend que la communication commence très en amont de la sortie du projet. Si on peut produire un peu en sous-marin une série et communiquer dessus une fois qu'elle est disponible, parce que ça a du sens par rapport au schéma, c'est moins vrai sur le jeu vidéo. Il faut forcément qu'on remonte un peu dans la chaîne et dans le temps et qu'on commence la communication limite dès qu'on a signé la production. Et ça, c'est un grand bouleversement, ça demande beaucoup d'adaptation. Notamment parce que, même si ça va paraître un vrai poncif à certains, mais le marketing sert à positionner le projet. Et quand on fait du jeu d'auteur, le pire qui puisse nous arriver probablement, c'est d'être accueilli, lu
critiqué de la même façon qu'un jeu qui aurait 18 fois ou 50 fois le budget. Donc communiquer tôt, ça sert également à, je veux dire, montrer patte blanche presque d'une certaine manière, c'est d'ancrer dans le regard du public le genre de jeu qu'on est en train de faire, le genre d'équipe qui est en train de le faire, et donc de correctement se positionner sur l'échiquier pour être correctement lu et faire les bonnes promesses. Et ça, on est obligé de le faire donc, avec les studios et pas de notre côté, parce que en fait, on reste un grand groupe européen et que ça pourrait quand même donner un petit peu la mauvaise impression. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de meilleur jeu d'auteur ou de meilleur discours d'auteur que celui qui est émis par la personne, quoi. De notre côté, comme vous le savez, le marché du jeu vidéo évolue très très rapidement. Et donc ça nous demande d'être très flexible sur les schémas d'édition et de distribution. Ce qu'on pourrait lancer en production 4 ans avant la sortie va partir sur des postulats qui sont probablement faux. Le marché de Steam était quelque chose il y a 4 ans qui est radicalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Epic, pour ainsi dire, n'existait pas ou n'était pas un vrai enjeu. Le marché mobile premium existait encore. Bon, bref, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans la distribution et dans le marché qui demandent à un éditeur d'être assez flexible. Et c'est encore plus vrai pour ce genre de jeux qui sont mis à rude pression, quoi. Et par ailleurs, on travaille avec des productions qui ont des formes géométriques très différentes les unes des autres. On peut travailler avec un tandem d'auteurs qui va faire son jeu tout seul. C'est le cas pour How to Say Goodbye, qui est produit par 2 personnes qui vont faire l'intégralité du jeu. Et avec eux, on communique et on produit un jeu différemment que quand on côtoie un studio de Fisherman's Tale qui, au pic de la production, va monter à 30 ou 40 personnes. Donc on n'applique pas les mêmes méthodologies de production et on communique différemment également et on édite différemment. Et ça c'est ma hot take préférée. Mais je pense qu'en fait, il faut qu'on laisse tomber les studios, enfin en tout cas sur le créneau du jeu d'auteur. J'estime qu'on ne devrait pas communiquer sur le nom des studios, que le nom des personnes est beaucoup plus fort et beaucoup plus pertinent et pérenne. Parce que le nom des créateurs survivra toujours au nom des studios et qu'en fait on se déplace et on joue à des jeux de gens. C'est de l'artisanat qu'on fait en fait sur le jeu d'auteur et pas de l'industrie. Donc en fait quelque part le nom du studio qui produit le truc et qui de toute façon, désolé, mourra probablement dans 5 ans, ça n'a pas trop de sens en fait, alors que le travail de l'auteur, lui, il subsiste. Et si je devais dresser un petit bilan de ces bientôt 5 années d'édition à Arte, alors il y a des choses qui ont un petit peu changé, c'est-à-dire qu'au départ, on éditait certains des jeux qu'on coproduisait. Aujourd'hui, on rentre en coproduction avec la volonté délibérée d'éditer. Donc on sait déjà qu'on se positionne non pas juste en partenaire, mais en éditeur. Et ça, je pense que ça a beaucoup de sens pour tout ce qu'on fait et pour toutes les raisons stratégiques que j'ai évoquées plus tôt. Aujourd'hui, l'impact, il est clair, il est mesuré. On est 8 fois plus attribué, quelque chose comme ça, quand on édite que quand on n'édite pas. Donc pour un acteur comme Arte, c'est super important. Et ça a du sens de diffuser, entre guillemets, sa propre production. L'inverse serait un petit peu l'équivalent de coproduire une série et de ne pas la diffuser à la fin, quoi. Ce qui mène donc aujourd'hui, de ce que je peux voir, une reconnaissance accrue du public et de l'industrie. On me pose de moins en moins la question de « Ah bon, Arte fait du jeu vidéo ?» Il y a plus de questions curieuses, en tout cas quand je suis en salon, en festival. La question n'est plus exactement formulée de la même manière. C'est plus comment que pourquoi. Comme je le disais tout à l'heure, ce marché qui mute en permanence, je pense qu'il met à pression tous les auteurs, il met en pression tous les éditeurs en général. C'est peut-être encore plus vrai dans notre cas parce qu'on a la flexibilité
d'un paquebot de base, mais comme Caroline l'a très bien démontré, on est assez fort en proactivité, donc c'est quelque chose qu'on doit appliquer aux jeux vidéo également, et on doit être en mesure d'être flexible, plus flexible que la moyenne d'un acteur du service public. On est dans une niche, on est donc sur un secteur qui est très concurrentiel, avec un public très exigeant, et un premier bilan qu'on pourrait tirer, même si aujourd'hui on a réussi un petit peu à l'anticiper, mais c'est que le public, en fait, il n'était pas exactement là où on pensait. Les premiers jeux qu'on a sortis, ils étaient essentiellement mobiles, parce que l'idée derrière ça, c'était que si on veut respecter notre mission de service public et être accessible au plus grand nombre, on va prendre la console que tout le monde a, à savoir le téléphone portable. Mais il s'avère que c'est pas forcément là qu'on a les plus gros amateurs de jeux vidéo indépendants. Et donc en fait, il fallait réfléchir un peu à l'envers et se dire que c'était naturel en fait d'aller, même si c'était pas facile, c'était pas le chemin le plus court, mais en fait, il valait mieux produire du jeu PC et console, et pour aller trouver le bon public, quoi. Plutôt que d'essayer. Tout à l'heure, on parlait de tisser des ponts entre les générations, etc. Il y a des publics qui existent, qui sont à des endroits, il faut aller les chercher, et pas forcément essayer de vendre les jeux vidéo d'Arte au public de l'antenne. Ça n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, ça ne fonctionnerait pas des masses. Aujourd'hui, nous-mêmes, on identifie mieux notre valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'on a une ligne éditoriale qui est peut-être un peu plus lisible aujourd'hui, parce qu'on sait filtrer les projets, on sait chercher ceux à qui on pourra apporter quelque chose de pertinent au cours de la production. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on va plus vers du jeu narratif aujourd'hui, parce que dans l'équipe, en fait, juste on a des vrais storytellers, enfin des experts et des expertes en histoire, en récit, et donc autant aller chercher des jeux qui ont des trucs à dire en fait et des trucs à raconter. Et enfin, comme le disait Caroline tout à l'heure, la VR, la R, enfin la XR, qui bouge peut-être encore plus vite que tout le reste, avec une vraie, à mon sens, et encore une fois peut-être un peu prise chaude, mais je pense une vraie redéfinition de ce que c'est qu'être un éditeur dans le milieu de la XR, où en fait la souveraineté elle est quand même franchement pas garantie. Si Oculus décide que les jeux qui seront approuvés et distribués sur leur plateforme sont des jeux qui font forcément plus d'1 heure pour des raisons plus ou moins fallacieuses, ça nous enlève une petite part de notre qualité d'éditeur et voilà, d'un acteur qui serait en mesure de faire ses propres choix. Donc je pense que ça pose vraiment la question du besoin ou de la pertinence d'un éditeur sur la VR, autre qu'être un porte-monnaie. Donc ici, on est en pleine réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on doit réagir et comment on doit devenir, comment on doit être en tant que publisher par rapport à cette nature de production. Voilà, c'était mon petit résumé de 5 ans d'édition, de 10 ans de production. Et peut-être qu'il y a des questions. Il y en aura sûrement. Déjà, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Adrien. Il nous reste effectivement un temps pour des questions. J'avais une pour ouvrir le bal. Tu parlais justement d'une redéfinition un peu des plateformes qui vous sont prioritaires, en tout cas qui semblaient prioritaires à un moment et qui finalement ne se trouvaient pas au même endroit. Est-ce que ça vous incite à davantage orienter les projets que vous recevez vers telle plateforme, ou est-ce que vous essayez plutôt de les conduire à éventuellement avoir une stratégie de portage sur, oui, mobile, parce que ça peut être utile, mais aussi Steam, mais aussi, etc. Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu le troisième point que je mettais, c'est-à-dire la question de la cohérence entre la proposition et les plateformes. Il y a des jeux, Unmaze par exemple, qui est un jeu dont le gameplay s'appuie sur le capteur de lumière, ne vivrait pas forcément nativement super bien ailleurs.
même si c'est tout à fait imaginable et peut-être même souhaitable. En tout cas, on fait le pari qu'il y a une vraie cohérence entre la plateforme et le gameplay. En l'occurrence, si on se dit que volontairement on veut aller chercher du public qui se trouve derrière un PC ou derrière une console, on va plutôt effectivement favoriser les projets qui semblent être nativement là-dedans. Et derrière, il y a des réalités de marché qui nous font penser que potentiellement tel jeu serait très bien sur Switch et pas vraiment sur PlayStation ou inversement. Donc il n'y a pas de porte fermée, en tout cas, sur certaines plateformes qui sont interdites, entre guillemets. Je pense qu'il n'y a ni plateforme interdite, ni gameplay interdit d'ailleurs. Enfin, je pense que tous les genres de jeux sont éligibles et voilà. Derrière, il y a une vraie réalité de scope entre ce que nous, on peut financer, ce qu'il existe comme partenariat ou comme source de financement qui permettent de monter à tel ou tel volume, quoi. Mais il n'y a pas d'interdit, quoi. Okay. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Merci pour cette présentation, Adrien. Du coup, je voudrais avoir ton point de vue justement sur cette question de curation et sur l'avenir justement des auteurs qui ne peuvent pas être coproduits ou accompagnés dans leurs œuvres, parce qu'il y en a plein en fait. Tu connais Itch.io, tu connais un petit peu tous les enjeux qui existent au niveau des plateformes de diffusion justement. Justement, j'aimerais savoir si vous avez une position là-dessus, ce qui serait vachement intéressant, parce que, à mon avis, il y a quelque chose à faire. C'est un enjeu, en tout cas, pour les auteurs du jeu vidéo, qui vont être de plus en plus nombreux, à mon avis, vu la facilité des moyens de production, en l'occurrence, avoir un ordinateur. Enfin, on s'entend, hein, la facilité des moyens de production, mais voilà. Donc, ma question, c'est quid de la curation et de l'accompagnement, pas forcément coproduit. C'est une très bonne question. Devenir un acteur de la distribution, je pense que c'est assez illusoire. Enfin, on n'arrivera pas à créer un usage international avec une communauté de gens qui viendraient chercher les jeux distribués par Arte. Enfin, y a des réflexions qui existent. Je sais pas, par exemple autour du pass culture, qui peuvent être, je sais pas, agrémentés de X jeux dans un catalogue. C'est quoi la masse critique ? C'est quoi le volume de jeux que tu dois distribuer et à quelle régularité ? Je pense que c'est un peu compliqué pour nous de devenir un distributeur. Par contre, utiliser les bons outils, trouver le public là où il est et créer les conditions favorables de la création, je pense que ça, c'est un enjeu qui est super important. Et là, j'en ai pas parlé parce que c'est pas trop le sujet, mais on a par exemple monté une game jam il y a 2 ans maintenant, c'était en mars 2020, à la toute dernière limite pour organiser les événements physiques, où on a volontairement invité des auteurs à faire des choses sans contrainte, on va dire marketing, etc., parce qu'on estime qu'on a un rôle à jouer dans l'animation des talents et que peut-être qu'on peut créer les conditions de la création. Avec bien sûr derrière l'idée que peut-être on rencontrerait des gens, des projets et que ça peut générer des choses. Et je pense qu'on le refera. Et pour reprendre un autre bout de la question, est-ce qu'on pourrait éditer par exemple des gens qui n'ont pas été coproduits ? Là, c'est une question super intéressante de quelle est la valeur ajoutée d'Arte. Et comme je disais, je crois que la valeur ajoutée, c'est sur l'accompagnement. Donc, qu'est-ce qu'on peut... on reste le service public et on n'est pas un prestataire de service. Donc, on ne peut pas être, je veux dire, uniquement un éditeur. C'est un peu compliqué. Mais on pourrait... Enfin, je veux dire, en tout cas, on a dressé tout un tas d'hypothèses sur d'autres manières d'éditer ou d'autres manières de favoriser les auteurs. Je peux pas dire des choses parce qu'on n'a pas forcément de scénario acté, mais on peut imaginer qu'à l'avenir, en tout cas, on poursuive nos efforts pour favoriser les conditions de la création. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici ? Ouais, bonjour. Quand on voit votre ligne éditoriale, on observe une ambition qui a l'air d'être autour de la diversité, que ce soit la diversité de représentation, la diversité esthétique et la diversité de propos. Et moi, quand j'entends parler de jeux d'auteur, forcément, je pense aussi à ce qui peut se faire au Japon, par exemple. Par exemple, ce que peuvent faire Fumito Ueda ou encore Yoko Taro.
Et c'est des personnes qui utilisent beaucoup le gameplay pour dégager un propos, en fait. Et quand vous parlez d'accessibilité dans votre ligne éditoriale, vous parlez d'accessibilité de gameplay. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà été reproché d'éditer des jeux au gameplay simplifié? Est-ce qu'on vous a dit par exemple que ça nuisait à cette diversité de propos? Alors je ne sais pas si on nous l'a formulé exactement comme ça, mais je sais que effectivement les jeux très accessibles, que ce soit par exemple un jeu comme Enterrement mon amour, qui est une fiction interactive ou une visual novel sur la base d'interactions, de textes, on nous a dit qu'il n'y avait pas de gameplay. Donc après, voilà, on peut débattre sur ce que c'est que du gameplay et qu'est-ce qu'un jeu vidéo. Je vous invite à regarder Jour de Play sur Twitch. Mais par contre, on considère que la mécanique au sein d'Enterrement mon amour apportait du propos, apportait du sujet et venait souligner quelque chose de ce qu'on voulait raconter. Je crois que c'est quelque chose à quoi on a toujours fait attention dans nos différentes productions. L'accessibilité, elle s'entend, je pense, de plein de manières différentes, hein, et c'est pour ça que je l'utilise de façon un peu large. C'est important que nos jeux ils soient jouables par le plus grand nombre. C'est important aussi que, du coup, que le gameplay il ait du sens par rapport à ce que le jeu veut dire. Et voilà, je connais pas les auteurs japonais dont tu parles, mais j'irai voir, ça a l'air intéressant. Et excusez-moi du coup pour compléter, merci. Est-ce que du coup, quand vous parlez dans le bilan de cette idée d'aller, une fois que vous avez mieux identifié vos publics et d'aller peut-être vers d'autres horizons, c'est aussi en termes de gameplay aussi que vous voulez élargir vos horizons? Ouais, en fait, ça pourrait être une conférence à part entière, mais il y a une vraie pression, enfin en tout cas les usages autour du gameplay se sont accélérés sur le milieu du mobile notamment, avec des temps de session de plus en plus courts. Et le game design, en fait, il est également embarqué dans cette logique de marché. Et donc les game designers, pour exister sur des plateformes mobiles, ont tout intérêt à créer des jeux dont les boucles sont le plus courts possible. Comme disait Caroline, on est quand même plutôt une chaîne du temps long. Donc on est plutôt pas vraiment dans des jeux à rétention, où le but du jeu, c'est de faire revenir les gens toutes les 5 minutes sur leur téléphone portable. C'est pas trop l'idée. On a des jeux qui sont plutôt one-shot, plutôt narratifs, relativement courts. Je pense que la durée de vie moyenne de nos jeux, ça doit être aux alentours de 3 heures, ce qui, pour beaucoup de joueurs, consiste en quelque chose d'éphémère, voire de ridicule. À titre personnel, c'est la longueur que je supporte le mieux. Mais oui, en tout cas, il y a des enjeux là-dessus, et c'est ça aussi qui peut nous faire choisir une plateforme plutôt qu'une autre pour tel ou tel genre de jeu. Oui, bonjour, je suis Émeric, Festival de jeux vidéo, Stunfest. Bonjour Émeric. Pour ta présentation. J'ai envie de revenir sur la slide où il y avait un certain nombre de logos de partenaires qui disaient qu'ils n'étaient pas là. Il n'y avait pas Stunfest. Surtout, non, il y a cette question piège, mais j'ai été sensible au moment où tu as parlé de jeux que vous considérez plus être faits par des auteurs, des personnes, plus que par des entreprises, des studios, si je trouve important. Et puis là, je vois des territoires, des régions, et j'ai envie de questionner sur votre point de vue sur d'où les jeux viennent. S'il y a quelques dispositifs d'accompagnement de jeux vidéo, à l'échelle de la Bretagne, pas encore. Je sais que c'est souhaité et attendu. Et vous, Arte, quel est votre... est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant et quels sont vos liens et postures vis-à-vis des collectivités locales pour le développement du jeu en France et à l'étranger? C'est une excellente question. Nous, aujourd'hui, on est dans une démarche assez proactive. On a beaucoup travaillé en début de vie avec des studios
des partenaires qu'on connaissait, qui étaient un peu plus franciliens, et c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien de se contenter de ça. Et donc, on est allé chercher assez volontairement des studios qui étaient basés ailleurs en France. On est aussi historiquement avec des producteurs qui connaissent très très bien le jeu des assemblages de financements régionaux. Et donc en fait, il y a beaucoup de projets qu'on a suivis, en jeu vidéo ou pas d'ailleurs, qui savent aller chercher un petit peu les forces et les créateurs dans chaque région pour aller potentiellement consolider des budgets et créer des coproductions interrégionales, on va dire. Nous, notre rôle là-dedans, c'est d'aller choisir des projets qui savent profiter de ça, qui sont pas forcément à Paris, qui vont être effectivement ailleurs en France le plus, le plus possible. Et nos discussions avec les différents clusters, les différents acteurs, les différents soutiens qui existent, on essaye de le maintenir le plus régulier possible pour être identifié. Je sais qu'il y a certains fonds qui se sont montés quasiment sur l'implication d'Arte dans le jeu vidéo, parce que certaines régions ont été sensibles au fait que si Arte faisait du jeu vidéo, c'était sûrement un vrai truc, c'était sûrement un vrai art un peu légitime. C'est pas la raison pour laquelle on a fait ça, mais si ça peut avoir servi à ça, on a déjà gagné un peu un truc. Donc c'est plutôt chouette pour nous. Je sais que voilà, il y a tout un tas de collectivités, régions qui finalisent ou qui sont en train de monter des soutiens du genre. Donc voilà, on n'est pas des lobbyistes en puissance, mais ça peut, en tout cas de façon un peu passive, notre implication à un service. Ça, je le sais. Merci. On a le temps, pour ne pas décaler le déjeuner, pour une question courte, une réponse courte. Qui en veut ici? J'espère que je serai assez court. Bonjour Adrien. Bonjour. J'ai une salle de réalité virtuelle et j'aimerais comprendre le positionnement, comment expliquer le fait qu'Arte aujourd'hui se soit peut-être un peu détaché du location base. Là où je trouve que vous avez une vraie valeur ajoutée, on propose d'ailleurs Fisherman State chez nous. J'en ai un peu marre des shoots zombies par ailleurs. Et voilà, je trouve ça un peu dommage. Ah non, mais alors attention, il faut peut-être le reformuler autrement. C'est-à-dire qu'on ne produirait pas d'installations artistiques éphémères, location-based only, qui demandent d'être à un endroit avec une installation physique pendant un certain temps. Parce que en fait, on ne pourrait pas demander à tous les contribuables français de se rendre dans la salle de Rennes entre le 15 février et le 15 mars. Enfin, ça ne serait pas très fair, quoi. Maintenant, tous nos projets peuvent être distribués de tout un tas de façons, dont le location-based. En fait, ces salles d'exploitation, on les connaît, on les utilise, elles font partie complètement du business plan. Donc c'est pas un désamour du tout du location base. Je veux dire, on distribue activement nos productions Arte dans les endroits d'exploitation de VR. Eh ben, merci beaucoup. On a donc 4 jeux à attendre impatiemment pour 2022. J'ai une mini question subsidiaire. Vous recevez combien de projets de jeux maintenant par an? Il faut que je fasse le compte. Je crois que l'an dernier, j'en ai reçu une centaine. D'accord. Pour en faire, pour pouvoir en engager 3 ou 4 en production par an. Okay. Donc c'est un peu sélectif, quoi. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. On va suivre toutes ces sorties avec impatience. Bon appétit tout le monde. On se retrouve à 14h. On parle YouTube, podcast et line-up. Et merci pour votre attention ce matin.